chers téléspectateurs, merci de suivre les programmes de la télévision africaine. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de questions à débattre M. Chérif Amadou Diouf, secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, par ailleurs membre du pouvoir PASTEF. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, madame. Merci pour cette invitation-là. Alors, monsieur le secrétaire général, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs de la diaspora? Bon, d'abord, Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, mais puisqu'il y a une connotation politique à cette interview-là, il faut savoir que je suis aussi le secrétaire national aux finances de PASTEF. Secrétaire national aux finances de PASTEF pratiquement depuis ses débuts. Vous savez, lorsque les gens ont créé PASTEF, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, aime à le rappeler. Il savait où est-ce qu'il voulait s'en aller, mais il y a une question fondamentale qu'il ne pouvait pas résoudre. C'est la question du financement du parti politique PASTEF. Donc ce qui fait que dans le plan d'action, dans le financement, ils avaient mis 3 points d'interrogation parce qu'ils ne savaient pas. J'ai eu la chance d'entrer à PASTEF en 2015 et lorsque je suis venu, j'ai trouvé un séminaire où les gens étaient en train de travailler sur différents domaines et je les ai demandé de me donner le domaine du financement. Lorsque je suis venu présenter le premier projet de financement participatif à PASTEF en 2017, ils m'ont tous dit que ce n'était pas possible dans un pays comme le Sénégal, où les politiciens par ailleurs donnent de l'argent. Vous, Chérif, vous venez du Canada pour nous dire qu'il faut demander aux Sénégalais de nous financer. C'était un défi pour nous. Comme disent les Anglais, it was a long time coming. Mais je croyais fondamentalement au projet. Et à l'époque, je leur avais dit, ça ne sera pas facile. Mais, qu'est-ce qui est plus ambitieux qu'une bande de jeunes comme vous, vous dites que vous voulez changer le Sénégal, alors que vous ne parvenez même pas à trouver la solution à votre financement. Il est évident qu'il va falloir qu'on fasse des choses concrètes, montrer un changement dans notre manière de faire pour avant que les Sénégalais puissent croire qu'on peut changer le Sénégal. C'est ainsi que lorsque je suis retourné au Canada en 2017, sans l'approbation du parti, j'ai lancé le premier projet Bokna et on a réussi à ramasser 7 millions de francs CFA que j'ai envoyé au parti. C'est là qu'ils se sont dit, mais ça c'est le projet de Chérif là. Donc, le reste c'est de l'histoire parce que de 7 millions, on est passé à 71 millions en 2019, plus de 105 000 euros pour être précis. En 2021, on est passé à 124 millions. Vous vous rappelez, c'est ce projet-là, Némé Couture, lorsque le ministre de l'Intérieur de l'époque avait sorti un communiqué. De là-bas, on est passé à 333 millions. Et pour le financement de l'élection présidentielle, on était pratiquement à 1 milliard. Maintenant, lorsqu'on est entré au pouvoir, lorsque j'ai regardé le contexte, j'avais senti que les militants à la base n'étaient pas aussi dans les mêmes dispositions que lorsqu'on était dans l'opposition. Et ça disait, non, maintenant vous êtes au pouvoir. Il est évident que nous ne voulons pas sortir de notre voie. C'est là que nous avons initié le projet que vous avez vu à Dakar Arena. Là, j'ai dit aux gars, on va appeler les Sénégalais à venir nous rejoindre à Dakar Arena. Et selon les catégories des militants, on va demander de l'argent. Donc il y en a qui ont donné des 1 million, des 100 000, des 50 000. Et on a ramassé pour la campagne électorale que nous venons de sortir, juste à Dakar Arena, 554 millions. Et les militants qui ont cotisé. Et 52 millions de frais, ce qui nous a donné 502 millions net. J'ai ici dans mon téléphone le bilan. Donc je suis très content et très fier de ce que nous avons fait jusque-là. Alors qu'est-ce qui vous a poussé dans la politique? Justement, moi je suis un Sénégalais, comme tous les Sénégalais, dans le sens, les Sénégalais, ils aiment la politique. Soit on est activement dans la politique ou bien passivement, à savoir ce que l'on appelle les politiciens de salon. Moi, j'ai longtemps été un politicien de salon. Mais ce qui a apporté le déclic pour moi,
c'est qu'en 2000, j'étais étudiant à l'université et je vivais au pavillon A. Lorsque Abdoulaye Wade, vous savez le fameux discours d'Abdoulaye Wade lorsqu'il disait donc je vais changer, je vais créer une machine où on va dire m'a fait, etc. J'étais là-bas. Et il m'avait tellement inspiré. Le jour qu'on a dit que Abdou Diouf a appelé Abdoulaye Wade, jusqu'à présent, je considère que c'est le meilleur jour de ma vie. Et pourtant, j'ai des enfants. J'étais tellement heureux. Je voyais tellement le Sénégal changer. C'était extraordinaire. Je peux vous dire exactement où est-ce que j'étais ce jour-là. Pour que 2 ans ou 3 ans après, que je me rende compte que ce gars-là ne fera pas le changement qui est attendu. Je n'ai pas voté pour lui en 2007. Arrivé 2012. 2012, je n'ai pas voté pour Macky Sall au premier tour. Mais au premier tour comme au deuxième tour, de chez moi à Québec, j'ai fait 500 km aller, 500 km retour. Et toujours, je faisais le tour pour remplir ma voiture, pour aller faire voter mes amis. Macky n'était pas mon premier choix, mais le discours et le diagnostic étaient clairs. Et je m'étais dit, on va lui donner sa chance. Pour que lui-même, ça n'a même pas pris 1 an pour que je me rende compte que le gars-là ne fera pas l'affaire. C'est là que j'ai entamé ma réflexion pour dire, il n'est plus question de déléguer notre patriotisme à d'autres gens pour qu'ils fassent le travail qu'on est supposé faire nous-mêmes. C'est là que j'ai décidé que j'allais entrer en politique. Et je vous dis, je ne connaissais même pas Ousmane à l'époque. Et j'étais en train de regarder, jusqu'à tomber un jour sur une vidéo de Ousmane. Mais on m'avait parlé de lui avant, par contre. Une vidéo, 2 vidéos, j'ai entamé mes propres recherches. Parce que vous savez, au Sénégal, les gens parlent bien, quoi. Mais la question est de savoir, est-ce que le gars-là, il croit à ce qu'il dit? Est-ce que dans son parcours, on peut croire qu'il peut changer les choses? Et surtout, la question la plus importante pour moi, est-ce qu'il est assez courageux? Parce que ça prend un homme de courage, un grand leader pour changer le Sénégal. Bref, quelques mois de recherche sur la personne. Vous savez, au Sénégal, c'est un petit pays. Hein? Tout le monde se connaît. Il a fallu que je rentre au Sénégal, j'appelle 2 ou 3 amis pour dire, écoutez, moi, le Sonko-là, ce qu'il dit m'intéresse. J'aimerais entrer dans son parti. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Pour avoir des références que je juge par ailleurs extraordinaires. Un de mes amis qui est aujourd'hui une grande autorité dans le pays, qui l'a été même avant que nous arrivions, m'avait dit, je n'oublierai jamais ce qu'il m'avait dit à l'époque. Il m'a dit, ce que tu vois à la télé, je dis oui, mais c'est juste ça. Ce qu'il dit à l'intérieur, c'est ce qu'il dit à l'extérieur. Et il m'avait donné des exemples, des anecdotes, entre autres, qui ont fini par me convaincre que cette personne-là peut diriger le Sénégal. Et je me suis plongé en fin 2015. C'était la première fois que je voyais Ousmane. Et lorsque je l'ai vu pour la première fois, je lui ai dit, je vous ai vu à la télé. J'ai fait une enquête sur vous. Si vous travaillez bien, après 2 élections, vous serez président du Sénégal. Billahi, c'est ça que je lui avais dit. Et ça s'est avéré exactement comme on avait pensé. Évidemment, c'est pas lui, c'est Diomaye. Mais comme on dit, Diomaye et Sonko, pour nous, c'est la même chose. Et aussi convaincu que je l'ai été comprendre dans le pouvoir, aussi convaincu je le suis aujourd'hui, qu'on transformera le Sénégal, Inch'Allah. Monsieur Diouf, vous avez participé à la campagne législative. Quel bilan faites-vous de cette campagne? Vous savez, lorsqu'on va aux élections, l'objectif principal, c'est de gagner. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons obtenu une majorité très confortable, pour ne pas dire écrasante. Juste jugé à ce niveau-là, c'est très satisfaisant. Mais au-delà, nous avons mené une campagne que je juge extraordinaire, d'autant plus que nous avons fait quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire politique du Sénégal. Nous avons mené une campagne de thématiques où dans chaque pôle, il y en a 8 sur le territoire national, on a expliqué ce que nous comptons faire. Donc, en tout cas, pour ma part, je suis très satisfait. Étant donné que je suis la personne chargée des finances, je peux vous assurer que qu'on est sorti
de cette campagne-là sans dette, ce qui est souvent très difficile. Donc, nous sommes, en résumé, très satisfaits des résultats de cette campagne-là. D'accord. Monsieur Diouf, vous avez remporté les élections, comme vous le dites. Quelle devrait être aujourd'hui la posture du Premier ministre Ousmane Sonko? Doit-il rester au niveau de l'exécutif ou migrer à l'Assemblée nationale? Vous savez, le président Sonko est la personne morale de ce projet-là. Il jugera par lui-même là où il se voit, mais personnellement, je vous juge, je ne le verrai pas ailleurs que la poste, que là où il est déjà, à savoir le Premier ministre du Sénégal. Vous savez, ce pays-là a besoin d'inspiration. Ce pays-là a besoin de leadership. Beaucoup de gens vont dire, bon, il faut qu'on se développe parce que nous avons le pétrole, nous avons telle chose. Mais je pense que l'aspect que les gens oublient, qui à mon avis est plus important, c'est le leadership. Nous avons besoin du leadership du président Ousmane Sonko à la primature. En tout cas, si cela ne tenait qu'à moi, il ne quitterait jamais la primature parce que le duo Sonko-Diomaye, c'est la clé de réussite de ce pays-là. Et vraiment, voilà mon avis sur ce sujet-là. D'accord. Monsieur Diouf, vous êtes depuis 8 mois à la tête du secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Quelles mesures spécifiques sont mises en place pour améliorer le soutien social, économique et culturel des Sénégalais de l'extérieur? Vous savez, lorsque nous sommes arrivés dans ce département-là, nous nous sommes fixés 2 objectifs. Le premier objectif étant de rendre les Sénégalais fiers de leur pays. Et le deuxième objectif, c'est de travailler dans la mobilisation des ressources humaines et financières des Sénégalais de l'extérieur au profit de leur pays. Comment les rendre fiers? Je pense que nous avons beaucoup travaillé sur ce volet-là, sur les 8 premiers mois. C'est de leur venir en aide, d'être là auprès des Sénégalais de l'extérieur. Et durant les 9 mois ou 8 mois qu'on a passé ici, nous avons beaucoup travaillé dans ce sens. Nous avons trouvé beaucoup de problèmes dans ce département. Les Sénégalais peinaient à avoir leur passeport. On nous parlait des Sénégalais qui sont bloqués au Libye, des Sénégalais bloqués au Maroc, etc., etc. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons décidé de prendre le problème à bras-le-corps et nous avons initié quelques voyages, notamment en Espagne, Libye, etc. Au Maroc. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'il s'agit du problème, par exemple, des passeports, nous avons fait 18 pays en 7 mois. D'habitude, les gens ne faisaient pas 5 missions en un an. Nous avons fait 18 pays. Et aujourd'hui, ce qu'on voyait à travers les médias, on n'en voit plus. Je pense que ce problème-là est réglé. Et notre objectif, c'est de régler définitivement ce genre de problème-là, qui, par ailleurs, pour nous, ne constitue pas réellement un problème lorsqu'on est un pays sérieux. Lorsqu'il s'agit des jeunes qui étaient bloqués par ailleurs au Maroc, au Libye, etc., vous avez vu, nous sommes allés sur place, nous avons fait tout ce qu'il y avait à faire et tous ces jeunes-là sont présentement de retour. Et nous avons mis des dispositifs dans le cabinet sur place pour nous assurer que nous sommes là auprès des Sénégalais de l'extérieur. Et je pense que les 7 mois que nous avons fait ici ont fini par prouver aux gens que rien ne sera plus avant. On va être là pour les Sénégalais, Inch'Allah. Alors, comment le gouvernement prévoit-il encourager les investissements des Sénégalais de la diaspora dans les secteurs clés du développement au Sénégal? Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai parlé plutôt du côté rendre fier le social. Mais Inch'Allah, en 2025, vous allez voir, nous allons vraiment attaquer le deuxième objectif qu'il s'agit de travailler dans la mobilisation des ressources humaines et financières. Vous savez, dans le référentiel, ils disent mobiliser la diaspora pour l'agenda de transformation nationale. Et comment mobiliser la diaspora? C'est d'aller nous assurer que les ressources humaines de la diaspora seront utilisées. Déjà, vous avez vu, déjà dans le gouvernement, dans les postes, etc., il y a beaucoup de gens de la diaspora qui sont revenus. Mais nous, au niveau du secrétariat d'État, nous avons initié beaucoup de projets. D'abord, avec toutes les structures qui travaillent pour les Sénégalais de l'extérieur, nous avons développé une plateforme qui sera lancée bientôt, une plateforme de guichet unique qui permettra aux Sénégalais de l'extérieur, lorsqu'ils vont rentrer, qu'ils puissent avoir les contacts et les renseignements pour toutes les structures
qui travaillent pour les Sénégalais de l'extérieur. La deuxième chose, nous avons d'autres projets dans ce sens. Nous avons évidemment la Banque de la Diaspora. Pour les gens qui nous suivent, ils ont certainement vu que récemment, j'ai assisté à la signature du protocole d'accord entre Copar Express et BNDE. L'idée, c'est de travailler pour que tous les Sénégalais de la diaspora puissent avoir leur compte au niveau de la BNDE, qui par ailleurs est une banque nationale. Et là, on crée l'outil pour que les Sénégalais qui veulent investir ou qui veulent des prêts, etc., etc. Notre projet, qui est non moins le moindre, nous avons un projet qu'on appelle Jëriñ Suñu Réew. Ce projet-là, nous avons comme partenaire l'Académie des sciences. Ce que nous voulons... C'est-à-dire les dispositifs que vous avez mis en place. Effectivement. Et je vous dis, en 2025, tous ces projets-là vont voir le jour. Jëriñ Suñu Réew, on veut donner l'opportunité aux Sénégalais de la diaspora qui veulent travailler pour leur pays de pouvoir le faire, parfois de manière bénévole, etc., etc. Avec l'Académie des sciences, nous avons décidé pour un projet pilote de travailler dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'enseignement supérieur. Les travaux sont en cours et vous allez voir, en 2025, il y a de très belles choses que nous préparons pour les Sénégalais de l'extérieur. Je vais juste revenir sur les efforts du gouvernement pour améliorer l'intégration des Sénégalais dans les pays où ils vivent, notamment en matière de reconnaissance des diplômes et des droits civiques. Ça aussi, ça fait partie toujours de l'accompagnement des Sénégalais de l'extérieur. Vous savez, la bonne nouvelle et le changement aujourd'hui, c'est qu'on a nommé à ce poste-là un Sénégalais de l'extérieur. Moi, j'ai vécu 22 ans à l'extérieur, 5 en Angleterre et 17 au Canada. Donc, les problèmes que vous évoquez, nous les connaissons. C'est pourquoi nous pensons avoir les solutions pour. Actuellement, nous travaillons dans le but de faire la relance des cartes consulaires. Lorsqu'on va faire la relance des cartes consulaires, ça va nous permettre d'identifier et de faire la cartographie des Sénégalais de l'extérieur. L'idée, c'est que lorsque dans un pays, après 6 mois, on voit qu'il y a une vague qui est arrivée, l'idée, c'est de les appeler pour faire des séances de formation, d'information, pour qu'ils sachent exactement ce qui les attend dans leur pays d'accueil et quel comportement à tenir pour pouvoir bien s'intégrer. Évidemment, dans ces ateliers-là, nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour nous assurer qu'ils sont bien protégés. Aujourd'hui, avec la direction des affaires juridiques et consulaires, nous comptons en 2025 commencer à travailler sur les accords qu'on peut avoir, comme ce qu'on a en Espagne, les accords pour la retraite et autres. Il y a beaucoup de pays qui le demandent. Nous comptons amorcer ce travail-là, qui par ailleurs, on sait, peut prendre du temps, mais nous allons commencer ça, Inch'Allah, dès 2025. D'accord. Est-ce que vous travaillez avec les autorités étrangères pour défendre les droits des Sénégalais? Mais justement, vous savez, nous avons des représentations consulaires. Lorsque les représentations consulaires, c'est ça le travail. C'est d'être là à défendre les intérêts des Sénégalais et lorsqu'il y a problème, d'aller auprès des autorités du pays d'accueil pour essayer de gérer les problèmes. Et je vous dis, nos représentations font ça très, très, très bien. J'ai eu la chance de faire beaucoup de pays depuis que je suis arrivé. C'est le temps de rendre hommage à ces vaillants diplomates qui, à travers le monde, sont en train de défendre les intérêts du Sénégal et des Sénégalais. Est-ce que c'est parfait? Évidemment, non. Nous comptons amener notre propre touche pour améliorer le service que nous donnons aux Sénégalais de l'extérieur. Chers téléspectateurs, je rappelle que vous suivez votre émission Ces questions à débattre. Nous recevons sur ce plateau M. Chérif Amadou Diouf, secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Alors, M. Diouf, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les Sénégalais dans les pays en transit ou d'accueil, notamment en Europe ou au Moyen-Orient et en Afrique? Souvent, c'est très difficile. J'ai eu la chance, surtout les pays d'accueil. Non, excusez-moi, de transit. Les pays de transit, la Libye fait partie des pays de transit, Tunisie, etc. Pour donner le cas spécifique de la Libye, j'ai assisté à une conférence où ces questions-là ont été discutées. Vous savez, nous, notre travail et notre rôle, notre ambition, c'est de travailler ce pays-là au point que les jeunes n'aient plus intérêt à partir parce qu'ils auront trouvé leur avenir dans ce pays-là qui s'appelle le Sénégal, où par ailleurs ils peuvent tout trouver. Moi, je reste
convaincu que le Sénégal est le plus beau pays au monde. On n'a juste pas fait ce qu'il y avait à faire. Et Inch'Allah, avec le référentiel 2050, avec les leaders que nous avons, à savoir le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre, et des ministres comme nous, Inch'Allah, on transformera le Sénégal pour que ces jeunes-là n'aient plus envie de partir. Ceci étant dit, pour revenir à votre question, la Libye, les jeunes, ils arrivent. Souvent, ils arrivent par les pirogues, en tout cas pour différentes sortes de raisons, le Maroc. Et ils vivent d'énormes difficultés. Vous ne pouvez pas savoir, par exemple, la Libye. Depuis 2014, une seule autorité sénégalaise n'a mis les pieds au Maroc, en Libye, et c'était un ambassadeur. Et évidemment, en tout cas, il y avait beaucoup de problèmes, la guerre, etc. C'est sûr que la Libye, juste entendre la Libye, ça ne donne pas confiance. Mais nous, lorsque nous sommes arrivés, d'autant plus qu'il y a des Sénégalais là-bas, nous avons décidé d'y aller. Et vous avez vu. Ils sont victimes de brimades en Libye. Ouais, non, de brimades, de beaucoup de choses, voyez-vous. Ils sont très fatigués. Et le pire, c'est qu'ils ne peuvent même pas avoir des papiers, passeports. Même nous, lorsque nous sommes arrivés, on a fait le recensement. Il y avait pratiquement 150 jeunes qui voulaient rentrer. Les autres qui ne voulaient pas rentrer, ils voulaient qu'on leur envoie une mission de passeport. La bonne nouvelle, c'est qu'après 2 mois, au lieu de 150, on a fait rapatrier 192 et on a aussi envoyé une mission de passeport. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Le Maroc, c'était la même chose. Bref, on est très satisfait des 7 mois que nous avons passés ici parce que nous avons fait bouger les choses. Ça, je peux vous l'assurer. D'accord. Alors, aujourd'hui, quelles actions sont entreprises pour lutter contre l'exploitation et la traite des êtres humains, surtout au Sénégal, pour les jeunes qui partent de manière en difficulté? Non, regardez, la question, c'est pas ça en fait. La question, c'est qu'on va travailler pour que nos jeunes restent ici. On va aussi travailler pour les empêcher de partir. Ceux qui risquent, je veux dire, la surveillance des frontières. Dans des conditions précaires. Souvent, des jeunes partent dans des conditions précaires. Et je reprendrai les mots du président de la République, qui par ailleurs, lorsqu'il est allé à Hambourg, avait dit 17 ans, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas votre avenir dans votre pays parce que votre avenir n'a même pas encore commencé. Donc, nous comptons travailler beaucoup sur la sensibilisation, nous comptons travailler beaucoup sur l'économie sénégalaise, mais nous comptons aussi travailler contre ces gens-là qui sont par ailleurs des criminels, qui envoient nos jeunes vers la mort. Ces 3 mesures-là prises ensemble, à mon avis, va permettre de baisser beaucoup ce fléau de l'immigration irrégulière. L'autre chose que nous faisons, qui est très important aussi, c'est la migration régulière à travers l'immigration circulaire. L'année dernière, on a envoyé 152 jeunes et il y a un bon taux de retour. Et Inch'Allah, l'année prochaine, l'Espagne a promis de doubler ou à tripler ce montant-là. Avec le temps, on montrera aux jeunes aussi qui ne veulent pas rester une voie régulière pour pouvoir partir. D'accord. Alors, comment le gouvernement encourage-t-il les transferts de fonds des Sénégalais de l'extérieur et quelles sont les politiques pour réduire les frais de transfert d'argent? Non, le problème, ce n'est pas réduire les frais, c'est capter les frais. C'est 2 choses différentes. Parce que, imaginez, on parle de 2000 milliards qui est envoyé. Disons 2000 milliards à 0,5% ou à 1%, c'est 200 milliards de francs CFA qu'on envoie dans les poches des autres. Actuellement, avec l'outil de la BND, avec Copper Express, normalement, un Sénégalais, d'ici quelques temps, où qu'il soit, peut de son compte européen ou américain, envoyer son argent vers son compte sénégalais. S'il y a des frais, ça sera moindre. Et surtout, s'il y a des frais, ça va entrer au Sénégal. C'est ça l'objectif. L'autre chose aussi, vous avez entendu certainement dans le référentiel, les gens parlaient de diaspora bond. Moi, je vais encore plus loin. Je veux que les grands projets du Sénégal soient ouverts aux Sénégalais, que l'actionnariat soit ouvert aux Sénégalais de l'extérieur et du Sénégal. Nous travaillons beaucoup là-dessus parce que je pense qu'il y a assez de potentiel au Sénégal, aux Sénégalais d'ici et de la diaspora
pour financer l'économie sénégalaise, en tout cas une partie de certains de nos projets. Donc nous travaillons sur bien des choses. Sachez que nous avons fait le tour et je vous dis tous les problèmes que les Sénégalais de l'extérieur sont confrontés trouveront solution dans ce cabinet, Inch'Allah. D'accord. Depuis votre prise de fonction, est-ce que vous avez rendu visite aux Sénégalais qui se trouvent au Mali, d'autant plus qu'on a une communauté malienne là-bas, et juste une ville qui s'appelle Olofopopo? Non, vous savez, hein, le Mali, nous n'avons pas encore été. Pourquoi? Parce que nous avons fait le choix stratégique d'aller là où il y a plus de problèmes. La communauté sénégalaise au Mali est très bien intégrée et très bien traitée. Je fais partie des panafricanistes qui pensent que le Sénégal et le Mali, c'est le même pays. Moi-même qui vous parle, mon arrière-grand-père vient du Mali. Je me considère aussi malien que sénégalais. Je me considère aussi gambien que sénégalais. C'est les colons qui nous ont séparés, mais ça reste le même pays. Je suis déjà allé au Mali d'ailleurs. En 1998, j'étais étudiant avec mon sac à dos. J'ai fait Sikasso, j'ai fait Bamako, etc., etc. Et j'ai de très bons souvenirs du Mali. Et Inch'Allah, dans un futur proche, lorsqu'on aura réglé les problèmes qu'on a trouvés, ne serait-ce que pour une visite de courtoisie, j'irai au Maroc rencontrer les Sénégalais et rencontrer mes parents, mes grands-parents maliens aussi. J'ai oublié le nom du village de mon grand-père, mais ça sera un plaisir pour moi d'aller au Mali. D'accord. Monsieur le ministre, juste une dernière question. Quel message lancez-vous à l'endroit des Sénégalais de l'extérieur? Je dis aux Sénégalais de l'extérieur, en même temps à cette jeunesse sénégalaise, que le Sénégal va changer. Et le Sénégal a besoin de ses fils et filles. Vous avez tous votre place ici. Nous comprenons, c'est bien de partir et d'aller chercher de l'extérieur. Nous-mêmes, nous étions partis. Et n'hésitez pas à revenir, parce que vous avez votre avenir dans ce pays-là. Et le Sénégal sera construit par les Sénégalais. Il nous faut des solutions sénégalaises aux problèmes sénégalais. Donc nous appelons tout le monde à revenir, à travailler. Si vous ne pouvez pas revenir, continuez à accumuler de l'expérience, continuez à rassembler de l'argent pour venir développer éventuellement ce pays-là que nous aimons tant, qui est le Sénégal. Monsieur Diouf, merci beaucoup. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. Merci pour votre invitation. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions à débattre. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. Merci et bonsoir.